Jean-Christophe Lagarde, vous qui êtes élu de banlieue, député de Seine-Saint-Denis, vous n'étiez pas présent ce soir pour l'écouter. Il y avait une raison politique particulière à cette absence ou pas? Non, parce que l'écouter pendant 5 heures à ne rien faire, ça ne m'intéressait pas et que le lire dans la presse m'aurait suffi, surtout avec ce que j'ai vu, parce que, pardon, mais j'ai été souvent agacé par ce que racontait le président de la République. Pourquoi? Quand on explique qu'il croit beaucoup dans la police de la sécurité du quotidien, moi je demande à tous les habitants de mon département, elle est où? Elle est où? Elle est annoncée, c'était ça qu'elle allait rétablir la sécurité, le fait qu'on ne fuyait pas les quartiers, comme il l'a dit, c'est pas vrai. Quand on m'explique qu'il faut mieux mobiliser les moyens de droit commun, qu'est-ce que c'est les moyens de droit commun? C'est ce qu'on donne à tout le monde. Sauf que le problème de ces quartiers, c'est qu'ils n'ont pas le problème de tout le monde. Ils concentrent, comme le dit le président de la République, toutes les difficultés et toutes les misères. Ouais. J'ai l'impression qu'on se moque de moi. Quand on nous explique que les emplois aidés vont être remplacés par les emplois francs, des associations, dans tous les cas de figure, ce sont les communes qui doivent mettre de l'argent au bout pour payer ce que les associations ne peuvent pas payer. Et dans le même temps, le gouvernement vous explique qu'on ne doit pas dépenser plus d'argent dans les communes. On a même un contrat où c'est pas plus de 1,2% par an de dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment qu'il voulait montrer de la compassion, de la sympathie, parfois de la connaissance, mais qu'à la sortie, ça tourne par rond. Je ne suis plus maire depuis 1 an et demi, mais si je l'étais, je serais encore plus en colère. Et je pense qu'il y a beaucoup de maires qui, le regardant, se demandent si on se moque d'eux, quoi. Vous étiez maire. D'autant plus que je vais vous dire, c'est pas très compliqué. Ouais. Il avait demandé à Jean-Louis Borloo de travailler avec les associations, avec les élus locaux, avec les gens qui savaient de quoi il parlait. Et, pardon, c'est pas par attachement personnel, mais enfin, Jean-Louis Borloo, c'est pas le plus mauvais dans le système et dans ce genre de choses. Il a répondu là-dessus. C'est même le seul qui a réellement réussi à faire bouger les choses, ne serait-ce qu'avec la rénovation urbaine. Et je veux juste terminer par là. Ouais. Pourquoi est-ce que le président de la République, qui découvre ça maintenant, il met pas en place ce plan? Il a dit qu'il se méfiait des plans. Moi, je me méfie de l'absence de plan. Parce que l'absence de plan, ça veut dire démerde-toi pour sortir de ton quartier. Et si tu n'as pas la chance, tu y resteras. Il a répondu là-dessus, Jean Lacapelle, sur le plan Borloo. Il a dit on parle toujours du plan Borloo, mais le plan Borloo, c'est pas tout ou rien. Il y a des choses à prendre et puis il y a des choses aussi à laisser. Il a rien pris. C'est facile, il n'a rien pris. Il y a quelqu'un qui, parmi les acteurs associatifs, disait ça fait 30 ans que de toute façon, on a perdu espoir dans ces quartiers-là. Il a raison. Donc reprendre langue, vous savez, ils s'en foutent, c'est pas le premier, ni président. Donc ça, alors ça sert à rien, faut plus leur parler. Pardon de le dire aussi brutalement, mais moi, là, au bout d'un moment... C'est une façon de débloquer le quinquennat, peut-être, par rapport au mois de novembre-décembre. Vous me parlez du grand débat ou des banlieues? Là, c'est le grand débat. Attendez, dans les banlieues, ce qu'il était en train de dire, c'est du vent. D'abord parce que ce qui s'est fait, c'est du vent, et ce qu'il était en train de dire, c'est du vent. La seule chose positive qui ait été faite, et encore, on n'accompagne même pas les maires pour pouvoir le faire correctement, c'est le dédoublement des classes en CP et en CE1. D'accord? Mais dans la réalité... Puisque les villes en question concentrent toutes les pauvretés et sont les villes les plus pauvres, les gamins, ils ont 2 profs dans la même classe. Parce que de toute façon, on ne peut pas les séparer. Parce que ça coûte trop cher. Et parce qu'il n'y a pas d'argent de l'État. D'ailleurs, on vous a dit, si vous voulez le faire, etc., que dans le même temps, d'ailleurs, quand on vous fait ça, on vous supprime l'accompagnement scolaire des autres le soir. Et que c'est encore les communes qui doivent payer. Donc, si vous voulez, pardon, mais je suis peut-être mieux placé que d'autres pour savoir la différence entre ce que j'entends et ce que je vois. La différence entre ce que j'entends du discours du président de la République et ce que je vois sur le terrain et des mesures qu'on annonce. Alors, mais c'est un problème d'argent. Écoutez, s'il veut reprendre c'est un problème d'argent seulement. Parce que la philosophie d'Emmanuel Macron, c'est de dire, en tout cas, ça fait 20-30 ans qu'on met beaucoup d'argent. C'est un mensonge. Et il n'y a pas forcément les résultats escomptés. On va regarder ce qui fonctionne ou pas. Est-ce que je peux me permettre de dire que c'est un mensonge? Bien sûr. C'est un mensonge. Et je vous ai entendu tout à l'heure dire 90 milliards, ça ne sert à rien, c'est un échec. C'est un mensonge. On met moins d'argent dans ces quartiers-là que partout ailleurs. Attention, on se comprend bien. Il y a ce qu'on appelle le droit commun. Tout le monde a théoriquement la même somme. Théoriquement la même somme en dotation, mais aussi en personnel, de santé, de l'éducation, de la police, de la justice. On a demain soir à l'Assemblée nationale, demain soir, vous regardez à partir de 21h30, si vous voulez le diffuser en direct, ça sera sans doute plus utile et plus intéressant. On a démontré, c'est même pas des parlementaires de la Seine-Saint-Denis, c'est un parlementaire de la majorité. Ça a été fait dans le cadre du un parlementaire de la majorité et de l'opposition qui ne sont pas de la Seine-Saint-Denis et qui disent on met moins de policiers, on met moins de magistrats, on met moins d'enseignants et si on continue, moins pour la médecine, etc. Donc je veux juste qu'on arrête avec l'idée qu'on met trop d'argent là. Et deuxième chose... La droite a souvent dit ça. Mais c'est un mensonge. Mais pardon, je l'ai déjà dénoncé, je vais continuer à le dénoncer. Et pardon, il y a juste une chose qu'il faudrait faire dans ces cas-là, c'est de dire que quand quelqu'un réussit et qu'il s'en va, on vient et on s'organise pour que quelqu'un qui a moins de difficultés sociales vienne le remplacer. Parce que sinon, c'est le tonneau des naïfs. Vous nous avez parlé... Ça donne ce genre de prétexte. Vous avez parlé, Jean-Christophe Lagarde.
on peut amuser les gens avec des slogans, un coup c'est la migration, un coup c'est autre chose. Moi, il y a une chose qui serait importante, c'est que la plupart des maires que vous venez de voir sont des maires dont les villes, je parle du budget de la ville, est pauvre, en plus de concentrer une population pauvre. Alors qu'Emmanuel Macron est en train de quitter Évry-Courcouronnes ici, on voit l'image. Et pourquoi ces villes sont pauvres? Parce qu'en réalité, on doit réformer la fiscalité locale et la fiscalité locale économique. Je prends l'exemple d'une commune que je connais bien, celle dans laquelle j'habite, moi, et pour le compte que j'ai dirigé pendant longtemps. 82% de la population travaille à l'extérieur de la commune. Travaille à Paris, travaille à La Défense, travaille à Roissy-Charles de Gaulle. Ils créent de la richesse là-bas. L'impôt payé par l'entreprise dans laquelle ils travaillent, il est sur ces communes-là. Mais là où ils ont leurs enfants, là où il faut garder les gosses, là où il faut avoir des infrastructures, il n'y a pas un centime pour les faire vivre. Et il y avait les maires tout à l'heure, de villes que je connais aussi, qui n'ont rien pour faire vivre. Alors s'il faut faire quelque chose, il faut réformer l'impôt local qui est versé par les entreprises pour qu'il soit réparti par tête d'habitants principalement, et pas comme aujourd'hui, où vous avez des villes comme Puteaux à La Défense, qui croulent sous l'argent, qui ont 6 fois plus d'argent qu'une ville comme la mienne, 6 fois plus, 600 millions pour 100 millions, alors qu'il y a beaucoup moins d'habitants. Ça, pour le compte, c'est une réforme qui permettrait de vivre décemment dans les quartiers. Je crois qu'aujourd'hui, on a privilégié l'immigration, bien sûr, par rapport à une politique adressée et destinée aux Français. C'est ça que les gens disent. Ils en auront le bol de voir qu'aujourd'hui, on investit énormément chez les autres plutôt que chez les nôtres. Ça, c'est le premier point. Chez les autres, d'autre part, chez quels autres? Dans les banlieues, c'est chez les autres. Il y a une partie. Dans les banlieues, c'est chez les autres. Il y a une partie de population étrangère. Parce que vous savez que vous avez des électeurs là-bas. C'est intéressant qu'ils entendent que vous considérez que chez eux, c'est pas chez vous. C'est qui les autres? Très intéressant. Pour être clair. Je vais vous expliquer, je parle de population, d'accord? Quand on a aujourd'hui 800 000 clandestins. C'est qui les autres? C'est qui les autres? Les clandestins, par exemple, ils sont 800 000 aujourd'hui. On déploie des investissements très importants. Dans un département quand aujourd'hui, on a encore 500 000 habitants, c'est chez les autres. Quand on a aujourd'hui encore des Français qui, sur le trottoir, eux, n'arrivent pas à se loger ou à se nourrir. Pardon, d'abord, la différence entre un emploi aidé et un emploi franc, il va falloir m'expliquer parce que ça dépend combien l'État met d'argent pour l'emploi aidé ou pour l'emploi franc. Donc en réalité, ils avaient commencé à supprimer les emplois aidés, et puis il est en train de dire finalement, il y en a sans doute besoin, il faut en remettre. Pardon, mais c'est quand même ça la réalité. Et je pense que... Pour les AXOS, mais pas pour les collectivités locales. Eh bien, je suis d'accord. Mais c'est ce que je demandais il y a 1 an et demi. Et si le président de la République n'avait pas été sourd à tout ce que des gens qui n'étaient pas a priori vent debout contre l'idée, toute idée, mais tant mieux que ça progresse. Mais enfin, il serait temps, il faudrait peut-être accélérer même, parce que, pardon de vous le dire, il n'y a pas que... Moi, j'ai porté cet amendement à l'Assemblée. J'ai porté cet amendement à l'Assemblée nationale en disant, mais ne le donnez pas aux collectivités locales, parce que c'est un effet d'aubaine. Quand vous avez quelqu'un qui s'en va, vous allez le remplacer de toute façon. Et donc, vous le faites aux frais de l'État plutôt qu'aux frais de la commune. Je l'ai fait comme maire, 78. Formidable, merci à l'État qui m'a fait économiser de l'argent sur l'argent de la commune, mais pas sur l'argent de l'État au global. À l'inverse, quand vous avez des petites entreprises, 5, 10 salariés, et qui sont prêts à embaucher quelqu'un, je pense qu'eux devraient avoir droit aux emplois aidés. Parce que là, il n'y a pas d'effet d'aubaine comme on est chez les grands patrons, etc. Il n'y a pas d'effet d'aubaine. Il y a surtout la rencontre de quoi? Parce que c'est ça ce qui est oublié. C'est ça ce qui est oublié dans la politique de M. Macron en ce moment. Vous étiez en train de nous parler de la statistique du chômage. Moi, je vous parle simplement de ceux dont on a raté la formation. 150 000 jeunes chaque année. Et ceux-là, le seul moyen d'accéder à l'emploi, c'était justement l'emploi aidé. Pourquoi? Parce que forcément, quand vous bossez 3 ans, quand vous bossez 3 ans dans une entreprise, vous apprenez le métier. Et si l'entreprise va mieux parce que vous avez pris en charge, et c'est ce qu'on devrait faire, cet emploi et qu'elle a développé son marché, elle garde la personne. Mais vous savez bien que là, vous dites, en théorie, on va les envoyer en formation. On ne les avait pas. Et c'est la théorie. Il y a un plan quand même d'insertion. Le plan formation, c'est ça la théorie. Parce que pour qu'ils puissent se former, il va falloir les envoyer dans une entreprise. La même où vous ne voulez pas finalement qu'on puisse le mettre en emploi aidé et qu'ils se mettent directement à travailler, à se former en même temps. Vous faites un plan pour passer finalement par-dessus l'entreprise. C'est un peu bizarre. C'est pas le communautarisme qui crée la discrimination, c'est souvent la discrimination qui crée le communautarisme. Parce que quand vous êtes rejeté, pas que dans l'emploi, vous êtes rejeté au niveau du boulot, vous êtes rejeté au niveau du logement, c'est ce que je voulais dire. Bon. Donc, mais il y a une chose, c'est bien les campagnes de testing, il faut les faire. Le name and shame, dénoncer les gens, c'est très bien. Enfin, il y a une chose qui est assez simple, c'est que la société française, et on l'entendait d'ailleurs avec M. Lacapelle, elle discrimine parfois même sans le savoir, parfois même sans le vouloir. Et on ne mesure pas, parce qu'il y a la discrimination, parce qu'on a telle ou telle opinion politique, oui, ça peut nous arriver à nous aussi quand on est... Bon. Mais objectivement, il faut juste regarder une chose, c'est que vous avez une statistique
qui n'est même pas établi pour savoir, selon que vous vous appelez Jean-Christophe, vous vous appelez Youssouf ou Mohamed, combien de fois vous avez de chances de trouver du travail de plus que l'autre. Et c'est ça, ou de l'autre de moins que vous. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Et moi, je milite depuis des années pour que nous puissions donner à l'INSEE, et un monopole à l'INSEE, de faire des statistiques ethniques qui permettent de savoir, une génération, 2 générations, 3 générations après, est-ce que ça a marché ? Parce qu'on est en train, depuis toujours, de parler d'une maladie en refusant de poser le diagnostic. Et j'aurais aimé que le président de la République, qui se voulait disruptif, soit capable de faire ça, parce qu'on verrait que beaucoup d'idées fausses véhiculées ici et là sont en réalité des idées qu'on devrait regarder différemment. C'est vrai pour la délinquance, dont on parle souvent, c'est vrai pour la discrimination au logement, qui est sans doute la plus grande des discriminations, c'est vrai pour la discrimination à l'emploi si on prend le même niveau de qualification, et je regrette que le président de la République ne profite pas pour poser le diagnostic. Et le diagnostic, c'est pas compliqué, il faut d'abord savoir qui est qui, d'où il vient et jusqu'où il est arrivé.